7 juin 1915, secteur de Neuville-Saint-Va. Continuation du 6 juin. No shit. La chaleur est très éprouvante pour les grenadiers dont le taf est déjà épuisant en soi. Mais des progrès sont faits au niveau de la salle des fêtes, et le 10e CA vient mettre la pression par le sud. L'aviation française est toujours aussi présente et empêche les ballons ennemis d'intervenir, ce qui limite l'efficacité de l'artillerie allemande. Dans le même temps, Erich von Falkenhayn, le boss de l'armée allemande, débarque en personne pour se rendre compte de la situation. Le général von Lorho lui assure que tant que les unités éprouvées sont relevées avant leur destruction totale, tout devrait bien se passer. Ainsi, les unités allemandes épuisées font des roulements dans les secteurs plus tranquilles, comme celui de la Scarpe. D'ailleurs, le général von Fassbender est affecté en personne à la défense du labyrinthe avec 3 divisions bavaroises. Dans la nuit du 7 au 8 juin, les hommes de la 5e DI repartent à l'assaut sur Neuville-Saint-Va. La maison C3 résiste tant bien que mal, mais est totalement encerclée. Après 2 heures de combat acharné durant lequel le 36e tente de faire sauter la maison, C3 tombe finalement entre nos mains. Mais le secteur G résiste, et les Allemands lancent de plus en plus de contre-attaques depuis le secteur H, ainsi qu'un tir de barrage très violent sur toute la partie sud du village. Pour riposter, on fait appel à un avion ainsi qu'à toute l'artillerie disponible. En fin de compte, au matin du 8 juin, les Français ont conquis le bloc C jusqu'à C9, ils s'attaquent à C10 et C11. Mais les combats continuent dans l'après-midi, et les poilus arrivent à se rendre maîtres de la majorité des blocs E et F. La maison E11 est totalement cernée, mais refuse de se rendre. Elle se fait alors anéantir par l'artillerie allemande, peut-être pour éviter qu'on s'en empare. La nouvelle cible est désormais le bâtiment H2, dans lequel les soldats ont d'ores et déjà pris pied. Devant ce déferlement de violence, une partie des troupes allemandes se replie en désordre sur les 5 chemins. Ils sont immédiatement pilonnés par l'artillerie française. En fin de journée, les poilus se tournent vers le bloc G, particulièrement fortifié, pour faire la liaison avec le cimetière. Mais l'attaque est insuffisamment préparée, et échoue. Cependant, on réussit à prendre H3 et H4 dans la foulée. L'artillerie allemande se met alors à tonner dans le village et dans le labyrinthe, comme pour se venger de ses résultats, malgré les bombardements aériens. Paul Chevalier témoigne alors. Attaque générale. Nous avançons dans la tranchée ennemie. La lutte est dure. On avance pas à pas, se retranchant tous les quelques mètres. Le spectacle est horrible. Les Allemands et les Français jonchent le sol, enfoncés les uns jusqu'à mi-jambe, d'autres complètement méconnaissables, morts depuis plusieurs jours, dégageant une odeur infecte, inconcevable. Les Allemands n'enterrent pas leurs morts, et dans certains endroits, ils font avec eux des travaux de défense, tels que des parapets. Une chose à noter qui a son importance, lors de l'attaque, nous n'avons pas eu le temps de prendre le peu de vivres qui venaient de nous arriver. Aussi, nous étions sans vivres, à part ceux de réserve qui étaient déjà fortement endommagés. En pénétrant dans les tranchées allemandes, nous fûmes stupéfaits des vivres qu'elles contenaient. Chaque homme a un petit bouteillon rempli de boîtes de conserve de porc de première qualité. Dans de bons colis, il y avait des bouteilles de bière, des gâteaux, du tabac, des cigares en quantité, beaucoup plus de vivres que jamais nous n'avons eu. Aussi les hommes ont mangé mieux qu'à l'ordinaire. Il ne faut pas venir nous dire que les Allemands manquent de vivres, c'est faux. Certes, nous n'avons pas trouvé de pain ou très peu, mais leur tempérament n'en demande pas davantage. Les tranchées ennemies étaient remplies de toutes sortes d'équipements en grand nombre. Fusils, casques. Les Allemands n'enterrent pas leurs cadavres. Ils les laissent là, marchant dessus avec désinvolture. C'est affreux l'état dans lequel nous avons trouvé leurs boyaux. Les visions de cadavres gisant dans de différentes positions et dégageant des odeurs infectes. De notre côté, les pertes sont dures. L'artillerie ennemie nous laboure de vue, dont les effets sont terribles, creusant des trous énormes, ensevelissant des hommes sous les débris de toutes sortes. J'ai vu des hommes dans des états épouvantables, les bras arrachés, la tête séparée du tronc, dans des positions horribles, noircies par la poudre. Nous avons trouvé dans la tranchée allemande des lettres d'Allemagne du 6, preuve certaine que le ravitaillement arrive bien, tandis que nous n'avons de correspondance que par un coup, datant de 5 ou 6 jours. La nuit tombe. Les Français se réorganisent et préparent l'attaque du lendemain, qui vise le fortin du bloc G. Et après une préparation méthodique d'artillerie, le 9 juin, une triple attaque est lancée. La position tombe et des tranchées sont immédiatement construites pour faire la liaison. Les troupes du secteur E lancent alors l'assaut sur les blocs H, L et K. Le village entier est en branle, et les maisons tombent l'une après l'autre sous le contrôle des Français. Finalement,
les poilus s'arrêtent devant L6, devant un déluge de feu qui les stoppe net. Le bombardement s'étend à l'ensemble du village qui n'est plus qu'un champ de ruines. Mais dans les faits, Neuville-Saint-Va est à nouveau français. Paul Chevalier décrit ce carnage. Le dernier jour où nous nous sommes emparés complètement du village fut terrible. Un bombardement intense et sans arrêt. Avec cela, la pluie a fait son apparition. Les tranchées bouleversées par les obus donnaient aux hommes une situation pénible. Nous étions complètement couverts de boue, et malgré cela il fallait avancer sous la mitraille. Des milliers d'hommes luttaient, marchant sur les cadavres. Des blessés dont j'entends encore les râles effrayants. Partout du sang, la boucherie sans discontinuer. Lorsque nous fûmes maîtres du village et que la canonnade diminua, on a passé à l'organisation. Il faisait nuit. Les Allemands ne cessaient de nous envoyer des fusées qui éclairaient le ciel presque sans arrêt. On fit des tranchées et des barricades toute la nuit. Les hommes étaient dans un état affreux, couverts de boue par-dessus la tête et très fatigués. Au jour, malgré le bombardement incessant mais moins fort, on put visiter le village, ou plutôt ce qui restait. Pas un mur n'était debout. Des incendies finissaient de brûler les ruines. Partout des cadavres, des équipements français et allemands, des fusils en quantité, musettes, cartouches. On visita certaines caves, les unes semblaient encore remplies de fumée. Impossible d'y parvenir. D'autres, à moitié enfoncées par les obus, étaient remplies de cadavres. Celles où l'on peut le pénétrer, on s'y cache pour se mettre à l'abri des obus qui tombent toujours. Le travail que les Allemands ont fait dans ces caves pour résister au bombardement est formidable. D'abord, elles sont recouvertes d'une épaisse couche de béton étayée avec d'énormes poutres de bois. Dans l'intérieur, on trouve toutes sortes d'effets militaires allemands. Certaines ont en plus une autre cave creusée au-dessous de la première. Ce devait être celle des officiers. Des lits sont aménagés, lits volés dans le pays. Partout, on sent une connaissance complète du système militaire. Ils avaient aménagé jusqu'à un petit train pour le ravitaillement. Dans le village, on ne peut reconnaître aucune rue. Toutefois, la rue principale donne par endroits la forme d'une rue. Elle est presque tous les 20 mètres barrée par une barricade où la lutte a été vive, car il en reste des traces. Nos obus ont fait un travail épouvantable. Des trous où une maison avec une cave se trouvait, il ne reste plus qu'un immense tas de débris de toutes sortes. Je n'ai rencontré que des chats qui ont résisté à cet enfer, car on a le cœur serré devant tant de ruines, et malgré soi on a, en fixant de quelque côté que l'on se tourne, on a envie de pleurer. Il y avait une église, je n'ai pu en trouver la place. Partout au milieu des maisons, on a construit des tranchées. De temps à autre, on aperçoit les restes d'un intérieur. Les meubles sont éventrés, les vaisselles cassées, tout est brisé, quelques tableaux restent accrochés après des pans de murs. Les inscriptions allemandes forment le décor de cette triste vision. Nous avons trouvé beaucoup de grenades allemandes. Et un fait que j'oubliais, et qui est primordial, c'est avec les grenades allemandes en particulier que nous les avons battues. Elles sont meilleures que les nôtres, et beaucoup plus faciles à manipuler. Les nôtres sont sans conteste inférieurs, et demandent toute une préparation avant de partir. L'équipement allemand est très bien, et ils sont très bien habillés. Les fusils, nous en avons trouvé de nouveaux modèles, de véritables armes de précision. Certains avaient le nouveau casque en feutre couleur terre. Il y avait de beaux hommes et de très jeunes de 17-18 ans qui pleuraient et demandaient pardon en se rendant. Quelles scènes horribles. Je garderai toute ma vie le souvenir de ces jours pénibles, car c'est dans l'horreur que nous avons vécu. Aussi, je prie Dieu de faire cesser toutes ces choses. Dans le labyrinthe, au bout de 3 jours de lutte et au prix d'un effort inouï, la 53e DI s'est emparée de la salle des fêtes. Salle des fêtes qui ne ressemble plus à grand chose à force de se faire bombarder. L'artillerie allemande se braque alors sur ce lieu stratégique et une pluie d'obus s'abat sur la position. Qu'importe, les soldats l'aménagent pour continuer à pousser et en finir avec le labyrinthe. La prochaine cible est le boyau de Lembourg. Mais les hommes du génie doivent supporter une odeur de décomposition pestilentielle. À chaque coup de pioche, ils déterrent un morceau de cadavre. Des têtes, des bras, des jambes, une vision qui les hantera longtemps. Vers 20h, le nord de Neuville est affreusement bombardé depuis le moulin détruit. Mais cela n'empêche pas les sapeurs de mettre en état leur défense. Le lendemain, c'est-à-dire le 10 juin, alors que la quasi-totalité du village est aux mains des Français, on fait l'inventaire du matériel pris à l'ennemi. Et quel matériel!
3 canons de 77, 3 mortiers de tranchée dont un chargé et en état de marche, une dizaine de mitrailleuses détruites, des outils, des milliers de grenades, 1 millier de fusils, 800 000 cartouches, de lance-flammes, des obus non tirés de divers calibres, du matériel de chirurgie, 2 caisses d'explosifs, enfin des tas de casques, d'équipements, de vivres, d'alcool et de cigares. Et encore, il doit y en avoir bien plus sous les décombres. On trouve également une galerie de mines de 13 mètres de long visant à détruire une barricade française à côté de ces 3. Dans l'un des souterrains à la sortie de Neuville, les soldats tombent sur un poème en allemand dont voici la traduction. Neuville, ô effroyable amas de décombres, plus au ciel que tant de guerriers allemands n'aient point encore appris à te connaître. À travers les brasiers fumants de ruines amoncelées, jour et nuit, nous courons. On transporte là plus d'un camarade que les bombes et les grenades ont tué. Quel destin mystérieux avait décidé que sa vie palpiterait là pour la dernière fois? C'est dans les caves que beaucoup sont enterrés. Ils ne voient plus la lumière du jour. Pas une croix, pas un monument ne marque leur tombe, car le combat ne nous a laissé aucun loisir. Mais Neuville nous appartiendra. Nous le garderons. C'est là que nos camarades doivent achever de dormir en paix. Ils ont combattu sur la terre étrangère avec Dieu, pour le roi et la patrie, tandis que l'angoisse du foyer, leurs femmes et leurs enfants, attendaient vainement l'époux et le père. Ô France, il faut prendre garde, sinon tu peux encore verser à Neuville beaucoup de sang. Allons, mon camarade, nous quittons vos tombeaux, mais nous vous garderons dans notre mémoire, car vous êtes morts ici, en faisant fidèlement votre devoir, et c'est ce qu'un camarade n'oublie pas. On décompte entre 500 et 1000 cadavres allemands, et on estime qu'il y en a au moins autant sous les gravats. Mangin a réussi, même si les pertes sont là. Comme le dit Étienne Tanty ce jour-là, on devrait, après la guerre, classer par une loi les ruines de Neuville-Saint-Va et montrer ça aux gosses. C'est là qu'ils viendraient apprendre l'histoire de la civilisation. le même jour, la 53e DI tente de pousser sur le boyau d'Olembourg, mais l'attaque échoue. Les quelques gains conservés permettent néanmoins d'avoir une bonne position pour la suite. L'artillerie française commence alors un énorme tir de destruction sur tout le front pour préparer l'offensive générale, qui aura finalement lieu le 16 juin. Prenons un instant pour lire la lettre de Roger Couturier écrite sur son lit d'hôpital. 10 juin, Haute-Avennes. Je t'ai donné ces derniers jours bien peu de détails dans mes lettres, mais c'est que je n'étais plus à Neuville. Je t'avais dit que j'avais perdu mon sac et ma musette dans des circonstances telles que je n'avais pu les rechercher. Voici l'explication, mais tout d'abord ne t'émotionne pas. J'ai été blessé le 5 de ce mois, à 3h après-midi. J'ai été amené ici le 6 à 1h du matin. J'avais par éclat de grenade une plaie à l'arcade sourcilière et une au cuir chevelu. De plus, une contusion à la poitrine due à un éclat d'obus. En additionnant toutes ces horribles blessures, tu vois, maman aimée, qu'il y a somme toute pas même de quoi en parler. Je n'ai pas voulu t'effrayer, c'est pourquoi je t'ai laissé croire que j'étais toujours là-bas. C'est d'ailleurs un bonheur que je ne sois pas resté dans la fournaise. Le bon Dieu a voulu que j'en sois éloigné pendant quelques jours. Remercions-le. Du 1er au 5 juin, nous avons mené une existence ordinaire. Nous luttions la nuit et nous reposions en partie le jour, tout en subissant les pires bombardements, au milieu des ruines accumulées dans le village. Il faut avoir passé par là pour pouvoir en parler. Le 5, vers 2h de l'après-midi, toute la division s'ébranlait ensemble. Mais les Allemands nous reçurent par la plus terrible pluie d'obus, de tout calibre et de balles que j'ai jamais vues. N'importe. Au pas de course, notre compagnie traverse un pré de 100 mètres environ. Avec mon camarade, nous étions dans les premiers. Au bout du pré, un petit fossé. Une seconde, nous nous y tapissons. Grenades, obus et balles tombent sans arrêt, encore en pure perte. Un nouveau bond, et c'est le mur crénelé en ruine derrière lequel sont les boches. Ce bond, je l'esquisse seulement, car aussitôt je me retrouve par terre, les mains et la capote teintes de sang. J'essaye de repartir, mais je me rends compte que je saigne trop, et je pense qu'il vaut mieux m'écarter de cet enfer. Car c'est le mot. Un camarade de ma section, me voyant blessé, vient à moi. Il essaye de me faire passer sous une haie de fil de fer barbelé, et mon sac s'accroche. Comme les balles sifflent plus fort de notre côté, je sacrifie sac et musette. Je laisse aussi à regret mon bidon, qu'une balle vient de traverser, et qui aurait pu figurer dans notre collection. Ainsi délesté, je gagne une cave où loge un commandant. Là, on prend mon paquet de pansements et on me panse.
Accueil admirablement gentil des camarades du 129. Ils me donnent à manger. Quelques-uns sont blessés. Nous restons là jusqu'à 10h, puis à travers les ruines de la malheureuse petite ville et les boyaux infiniment longs. Nous faisons environ 3 km pour aller prendre les autos du service de santé. Vers 1h, nous arrivons à Haute-Avennes. On me fait coucher sur la paille dans une grande baraque en planche. Ambulance de passage du 20e corps. Le pays semble joli, la vue est assez belle. Dans tous les cas, le calme contrastant avec ce que nous quittons est infiniment reposant, avec seulement le bruit atténué du canon. Encore une fois, je remercie le bon Dieu qui m'a envoyé ces quelques blessures. Elles m'ont peut-être préservé de la mort, car beaucoup de mes camarades sont tombés à Neuville.